Bien le bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. Le 26 septembre 2002, le navire le Joola sombrait, emportant avec lui près de 2000 voyageurs selon les chiffres officiels, ce qui fait de cet incident l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire. 22 ans après, la douleur est toujours aussi vive du côté des familles des victimes. À Ziguinchor, où la commémoration de cet événement s'est tenue ce matin au musée mémorial. L'émotion a donc gagné le monde qui avait marqué sa présence. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné d'autres membres du gouvernement, s'est lancé donc dans un exercice de redevabilité. Pour Ousmane Sonko, le gouvernement du régime sortant n'a pas dit la vérité aux Sénégalais. Le Premier ministre présente une situation financière et budgétaire catastrophique avec des chiffres, avec des dettes contractées par le régime de Macky Sall non déclarées. Ces précisions, bien sûr, à suivre dans cette édition. Et puis du 28 septembre à 8 h au dimanche 29 septembre donc à minuit, la période prescrite pour le dépôt des dossiers de candidature en vue des législatives anticipées de novembre prochain. Le tirage au sort a eu lieu donc ce matin pour déterminer l'ordre de passage. Le processus électoral est donc enclenché. Bien le bonsoir et bienvenue. Le 26 septembre 2002, le bateau le Joola sombrait, emportant avec lui près de 2000 personnes. 22 ans plus tard, la commémoration de cet événement tragique s'est tenue dans une infrastructure qui rappelle le bateau, au musée donc mémorial érigé à Ziguinchor. Le ministre des Forces armées, qui a donc présidé la cérémonie, a salué donc l'ouverture de cette infrastructure. Le général Birame Diop l'a qualifié ainsi de nouvelle étape importante dans la mémoire collective. Le général Birame Diop a évoqué donc les avancées réalisées concernant donc certaines doléances formulées par les familles des victimes et a annoncé l'examen donc des nouvelles demandes, des demandes donc adressées aux autorités. Nous suivons les explications du général Birame Diop, ministre des Forces armées. Le thème de cette année, la place du mémorial Musée Le Joola dans la commémoration, est une invite à une introspection et au changement de comportement à un moment où certaines de nos valeurs essentielles sont en perdition. Le mémorial du bateau Le Joola, qui est mis en service à compter de ce jour, est l'aboutissement d'un projet de l'État lancé en 2015. Aussi, le mémorial représente un volet essentiel du devoir de mémoire, nous liant aux disparus ainsi qu'à leurs familles. Sur un autre registre, plusieurs mesures sont prises par l'État pour satisfaire les doléances exprimées par les associations des familles des victimes, notamment la prise en charge des orphelins pupilles de la nation, l'octroi de bourses d'études dans les écoles privées et les universités publiques, la prise en charge médicale et les formations professionnelles pour permettre aux orphelins du Joola de disposer de qualifications, la prise en charge de la liste additionnelle de 371 orphelins omis par le décret d'application de 2009. En politique, les dés sont jetés. Le processus électoral pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain est donc lancé. 49 coalitions se sont donc présentées ce matin au tirage au sort pour l'ordre de passage pour le dépôt des dossiers de candidature. Un acte présidé par le directeur national des élections qui a donc saisi l'occasion pour rappeler la date limite des dépôts de candidature prévue donc pour le dimanche 29 septembre à minuit exactement. Suivons les explications dans ce compte rendu signé Elisabeth Tina. 49 dossiers de candidature ont été déposés pour les élections législatives prévues le 17 novembre.
Le tirage au sort met la coalition Rénovation et l'émergence du Sénégal en tête de liste et la coalition Tahaou Artisanat en fin de liste. Parti pour la rénovation et l'émergence du Sénégal. Numéro 1. Le 49e, c'est Tahaou Artisanat. La direction générale des élections reste disponible pour toute information concernant les élections législatives. Nous sommes disposés à aider toutes les formations politiques, les aider à la constitution de dossiers de candidature. Il y a déjà un guide qui circule au niveau des réseaux sociaux. Le directeur opérationnel des élections a insisté sur le délai de clôture des notifications de non. Pour la notification de non, qui concerne les coalitions de partis politiques légalement constitués et entités regroupant des personnes indépendantes, la notification se termine au plus tard le samedi à minuit. Le tirage au sort des candidatures aux élections législatives anticipées s'est déroulé dans un climat paisible ce jeudi. Les dépôts de candidatures se dérouleront du samedi au dimanche jusqu'à minuit. Un tirage au sort transparent qui s'est donc déroulé dans de très bonnes conditions. C'est bien sûr selon les représentants des coalitions qui ont donc participé. Elisabethine leur a justement donné la parole. Suivons leurs réactions. C'est sur 2 jours et qu'il y a un ordre de passage. Ça facilitera quand même le dépôt et ça, je pense que ça se fera dans la sérénité et dans la transparence. Ça a été fait, ça a été fait correctement. Ça aurait dû commencer peut-être vers... Ils avaient convoqué à 10h. Mais pour des contraintes liées aux mandataires, à certains mandataires qui venaient un peu loin du fait de la pluie, ils ont repoussé le début jusqu'à 12h. Nous avons constaté que le vote s'est fait de manière très transparente avec la présence d'un huissier. Et toutes les étapes, s'agissant de mettre la coalition, le nom sur son bout de papier, de mettre dans l'urne. Donc vraiment, c'est un processus où c'est vous-même qui posez les actes en tant que mandataire du tirage. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné d'autres membres du gouvernement, s'est donc lancé dans un exercice de redevabilité. Pour Ousmane Sonko, le gouvernement du régime sortant n'a pas donc dit la vérité aux Sénégalais. Le Premier ministre présente une situation financière et budgétaire catastrophique avec des dettes contractées par le régime de Macky Sall non déclarées, suivant les précisions des différents ministres qui sont intervenus lors de cette conférence de presse. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Il s'agit donc d'un supplément de dette contracté et non publié de près de 1892 milliards. Toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées. Les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective. Les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. De tous ceux qui ont eu à jouer un rôle, j'ai parlé du ministre Moustapha Ba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadou Ba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Et puis dans nos prochaines éditions, vous aurez le compte-rendu complet de cette conférence de presse présidée bien sûr par le Premier ministre Ousmane Sonko.
La révision des contrats miniers, pétroliers et gaziers au Sénégal est un thème qui a donc été abordé lors d'une table ronde organisée par les citoyens actifs pour la justice sociale, plus connue sous l'acronyme CAJUST. Les participants ont relevé que les termes de contrat sont donc défavorables à notre pays, d'où la nécessité de revoir les choses. Ils invitent également les autorités à prendre en compte l'aspect environnemental dans les révisions des accords. Suivant les détails dans ce compte rendu signé Khadija Ndadjoufa. La révision des contrats miniers, pétroliers et gaziers au Sénégal, enjeux, défis et opportunités, c'est le thème de la table ronde organisée par Citoyens actifs pour la justice sociale, en présence de juristes et d'experts du domaine pour une gouvernance transparente des ressources naturelles. Mariam Baké, directrice exécutive de CAJUST. L'exploitation des ressources naturelles connaît une expansion fulgurante au Sénégal. Et malgré le dynamisme du secteur minier et les découvertes du pétrole et du gaz, on constate que l'économie en tire une part très marginale. Et le déséquilibre des contrats est indexé comme l'une des causes. L'État du Sénégal a amorcé un tournant stratégique en mettant en place une commission spéciale de révision des contrats. Et la mise en place de cette commission témoigne aujourd'hui l'engagement du Sénégal à promouvoir une gouvernance transparente et redevable des ressources naturelles. Sur le plan fiscal et économique, les négociations ne sont pas souvent en faveur des États. Selon un conseiller juridique, dans ce contexte, une renégociation est importante, selon Mahamat Atayib, qui souligne les enjeux. Parce que l'enjeu, c'est de pouvoir renforcer l'État du point de vue de ses arguments, mais aussi permettre à l'État d'éviter de déboucher sur le contentieux. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit négocier, qu'est-ce qu'on doit renégocier? L'État peut, s'il le souhaite, par exemple, dans le cadre d'un contrat, s'il y a une surestimation des coûts et l'État estime que les coûts sont très très élevés, ou que l'État estime également il y a quelques irrégularités, ou l'État estime qu'au fond il y a une clause de stabilisation qui l'empêche par exemple de dérouler sa réforme au plan fiscal, que l'État décide justement de mettre en avant aujourd'hui, que par exemple la stabilisation économique du contrat. Sur le plan environnemental, la question devrait être mieux prise en charge vu le contexte actuel, selon Tchadesek, juriste spécialisé en gouvernance des ressources naturelles. Il y a une divergence de dynamique qui se crée dans le secteur extractif. Autant le changement climatique, si vous voulez, décourage de l'exploitation des hydrocarbures, autant le changement climatique promeut quelque peu la recherche en matière, en tout cas pour les ressources stratégiques ou les terres rares. C'est des dynamiques qui touchent l'environnement et qui ne sauraient en tout cas être absentes dans le champ d'analyse des pouvoirs ou de la commission qui doit négocier les contrats. Selon CAJUST, il est important que les Sénégalais soient bien informés des défis et opportunités d'une renégociation des contrats miniers, pétroliers et gaziers dans le contexte actuel. Éducation à présent, à quelques semaines de la rentrée scolaire, les syndicats d'enseignants se font entendre, regroupés au sein du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire authentique. Ils attirent l'attention des autorités sur les difficultés que rencontre le secteur. Ils ont dressé d'ailleurs une série de revendications appelant à des réformes structurelles de l'enseignement. Les précisions avec Mamadou Lamine Fati. Les enseignants du KISEMS authentique exposent leurs doléances pour un redressement de leur secteur. Nous voulons, à travers ce slogan Djubanti, un Djubanti national du secteur de l'éducation nationale, qui ne doit plus se résumer en des intentions, des déclarations d'intention, mais qui doit se manifester par des règlements concrets de plusieurs questions. Le statut des enseignants a été au centre des discussions lors de cette rencontre avec la presse. Il y a d'abord la lancinante question des décisionnaires. Ces décisionnaires, ce sont des agents de l'État, recrutés avec le même diplôme académique, mais qui vivent dans une situation extrêmement précaire. Et nous demandons à l'État du Sénégal de régler définitivement et d'aller même vers la suppression définitive
de ce corps des décisionnaires qui ne se justifie pas. Les enseignants de la petite enfance sont également concernés par les réformes réclamées dans leur secteur. Il y a ce qu'on appelle les animateurs polyvalents. Vous savez, au Sénégal, si on dit qu'il y a des enseignants qui se lèvent chaque matin et qui interviennent dans les cases des tout-petits, en retour, ils ne reçoivent rien du tout. À côté de cela, il y a les détenteurs des classes passerelles et aussi il y a ceux qui appartiennent au projet PIPADH. Ces éléments interviennent dans le système éducatif sans pour autant avoir une carrière. Le Cusems authentique appelle à une amélioration urgente de la situation des enseignants et exhorte le gouvernement à œuvrer pour un Djoub Djoubal Djoubanti, une rentrée apaisée et réussie pour cette nouvelle année scolaire. Le nouveau secrétaire général du Cusems authentique s'est aussi exprimé sur ce qui a marqué l'actualité dans le secteur de l'éducation, le port du voile dans les établissements scolaires. Pour lui, le débat ne devrait pas se poser puisqu'il y a une loi d'orientation de l'éducation nationale qui régit donc le fonctionnement des établissements scolaires. Nous suivons les précisions donc du tout nouveau secrétaire général du Cusems authentique, ces propos recueillis par Mamadou Lamine Fati. Par rapport à cette polémique liée au port du voile, je crois qu'il faut se référer à la loi d'orientation. La loi d'orientation, nous voulons une école démocratique, une école où toutes les libertés sont garanties. Ça veut dire quoi? Moi, mes croyances ne doivent pas être discutées à l'école. Si je suis une musulmane, j'ai le droit de mettre un voile sur ma tête. Donc le port du voile ne doit pas être posé dans la mesure où la loi donne la liberté. Nous avons une école démocratique où toutes les confessions se valent. Même si c'est une école qui est catholique, il y a un seul système éducatif et tout le monde doit respecter. Les écoles privées, c'est une continuité du service public. Ce sont délégataires de services que l'État devrait assurer. C'est pour cela que l'État du Sénégal donne une subvention aux écoles privées parce que les écoles privées suppléent l'État dans sa mission. Donc, les mêmes règlements intérieurs qui fonctionnent dans les établissements publics, ce sont ces mêmes règlements intérieurs qui doivent régir l'ensemble des écoles installées au Sénégal, que ce soit des écoles étrangères ou bien des écoles privées détenues par une tierce personne. Donc là, la loi est très claire par rapport à ça. Parlons à présent des prévisions météorologiques. Dakar et plusieurs autres localités du pays ont été frappées par de fortes pluies entre hier et aujourd'hui. Les intempéries ont donc perturbé la circulation des personnes, obligeant des automobilistes à garer leurs véhicules. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie avait donc averti mercredi dernier. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Cheikh Ahmed Tidjane Kamara, ingénieur prévisionniste. J'y arrive bien sûr au niveau de l'ANACIM. Nous suivons ces précisions. J'ai au téléphone par El Haj Malik Sissé. Les jours précédents ont été assez pluvieux sur le pays, notamment donc le mardi, le mercredi, mais aussi ce jeudi-ci. Donc, comme annoncé par l'ANACIM, on a connu déjà une période assez pluvieuse. Donc, l'ANACIM annonçait déjà cela en début de semaine. Donc, pour dire que la période allant du mardi au jeudi allait être une période vraiment pluvieuse. Et en raison donc d'une situation favorable donc à une forte instabilité, disons, à engendrer donc des nuages convectifs qui, par moment, ont donné de la pluie avec des orages sur l'ensemble du territoire, on va dire. Et ces activités ont été d'autant plus marquées le mercredi allant au jeudi. Donc, raison pour laquelle sur une bonne partie du territoire, on a noté des activités pluvieuses qui ont été accompagnées d'orages. Et pour carrément dire que ces activités ont été plus marquées, les pluviométries enregistrées au courant de la période allant du mercredi au jeudi, donc disons la nuit du mercredi allant à la matinée du jeudi, des quantités très élevées ont été obtenues au niveau du sud. Donc sur le sud du pays, des records donc plutôt des quantités pluviométriques dépassant les 100 mm ont été enregistrées au niveau de la zone casamançaise. Et ces mêmes quantités ont été obtenues dans le centre, mais aussi à l'ouest, donc disons particulièrement dans la zone dakaroise. À Diamniadio, par exemple, on a obtenu
un cumul pluviométrique donc de 100 mm, plutôt dépassant 100 mm. Et c'est à Rufisque que le total pluviométrique le plus élevé a été obtenu sur cette partie du pays, donc avec un cumul exact de 129 mm au courant de la nuit d'hier allant à la matinée donc, du jeudi. Allons à Diourbel, précisément à Touba, où au lendemain des inondations qui ont touché des milliers de foyers, des éléments des services d'hygiène y ont donc été déployés, avec à leur tête le capitaine de la brigade spéciale des services d'hygiène de Touba. Ils ont donc désinfecté les zones les plus touchées, suivant les précisions du capitaine Cheikh Gueye. On a commencé la mise en œuvre. Et il faut juste rappeler que ce plan d'action a pour objectif vraiment de contribuer à l'assainissement du cadre de vie des sinistrés, mais aussi à réduire les risques d'apparition et de provocation des maladies liées aux inondations. Et à ce titre, nous avons axé notre plan de riposte sur 2 stratégies. La première stratégie, c'est la communication, la sensibilisation des populations impactées. Le service d'hygiène va mener des visites à domicile pour ceux qui sont toujours dans leur maison et au niveau des sites de recasement pour sensibiliser ces populations impactées sur le respect des bonnes pratiques d'hygiène collectives et individuelles. L'autre stratégie, c'est les opérations techniques. Donc nous avons tous remarqué qu'il y a beaucoup de zones inondées et qui parlent d'inondation, parlent de prolifération des moustiques. Donc nous allons mener des opérations techniques et à travers ces opérations techniques, nous allons mener ce qu'on appelle des AID. On va entrer au niveau des domiciles qui ont été inondés pour asperger du produit insecticide afin de réduire la population vectorielle. Mais aussi, on va mener des opérations de décontamination et de désinfection pour réduire vraiment les germes pathogènes qui sont au niveau de l'environnement. Nous lançons un appel à l'endroit des collectivités territoriales, à l'endroit de tous ceux qui vraiment peuvent venir appuyer le service dans le cadre vraiment de la disponibilité des intrants pour que les actions soient bien menées. Pendant ce temps, ici à Dakar, les autorités administratives continuent de mettre en exécution l'injonction du ministre de l'Intérieur en procédant à des opérations de déguerpissement là où des habitations précaires sont installées. À ce propos, à Colobane, plutôt, commence donc à changer de visage. Autrefois inondé par des étrangers qui squattaient les lieux, les rues de ce quartier de la capitale, les rues de ce quartier bien sûr de la capitale sont désormais désertes. Et puis retenez qu'après une opération de déguerpissement menée donc par les forces de l'ordre, plusieurs familles ont donc été expulsées. Des Dakarois se réjouissent d'ailleurs de cette intervention et appellent donc les autorités à un suivi rigoureux. Nous suivons les détails dans ce reportage signé à Esatokana. À Colobane, sur cette allée autrefois noire de monde, l'endroit où des familles nigériennes vivaient en symbiose avec la rue est vide. Rien ne subsiste, ni les affaires éparses, ni les enfants qui s'accrochaient aux passants. Ce mardi soir, tout s'est écroulé pour ces hommes, femmes et enfants arrachés à leur fragile refuge. Champion, un père de famille, raconte le déroulement des événements. Les forces de l'ordre sont venues ici hier soir. Ils ont amené des bus pour les déloger. Mais on s'occupera de ces Nigériens s'ils reviennent. Près de la scène, un constat, beaucoup ont échappé au déguerpissement. Un conducteur de moto, témoin de la situation, interpelle les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre étaient là de 21h à 23h en civil. Nous les avons même aidés. Mais certains ont échappé. Ces enfants-là en font partie. Regarde cette dame aussi. Que les policiers reviennent. Ce déguerpissement ravit plus d'un. C'est le cas de ce tailleur qui pense que le président devrait être ferme cette fois-ci.
Je viens de remarquer que les Nigériens ne sont plus là. J'en suis ravi. Maintenant, il faut bien surveiller les frontières. Que le président veille sur cela. Même son de cloche du côté de ce vendeur de téléphone qui, lui, est convaincu que c'est la fin d'une ère. Non, avec ces mesures, c'est terminé. Ils ne reviendront plus. Ou, s'ils reviennent, ce sera pour travailler et non pour mendier. Derrière ce décor vide subsistent des vies brisées. Colobane, autrefois animé par la voix de ces familles nigériennes, résonne maintenant comme un écho des batailles silencieuses qui se jouent en marge de la ville. Et puis la journée mondiale de la langue soninké a été célébrée hier. L'association des soninké de Boki-Diawé a donc organisé la première édition, une occasion saisie par les membres de la dite association pour demander à l'État l'enseignement de la langue dans les établissements scolaires. Les détails avec Amadou Mardiallo. Les Soninké de Boki-Diawé ont célébré la première édition de la Journée mondiale de la langue soninké. Pour cette première, le thème retenu est le soninké à l'ère numérique. D'après Siré Diaouné, porte-parole de l'association des Soninké de Boki-Diawé, cette célébration est un signal fort pour mettre en valeur l'aspect culturel et linguistique. Célébrons pour aussi donner l'enseignement, le conseil, l'éducation à nos enfants qui, depuis de longues dates, beaucoup d'entre eux ne savent pas ce que veut dire le soninké et comment c'est arrivé le soninké. Maintenant, pour décortiquer et le faire savoir, c'est un enseignement que nous voulons montrer aujourd'hui à la population. L'association des soninké de Boki-Diawé a profité de l'occasion pour demander à l'État l'enseignement de la langue soninké dans les écoles. Nous lançons un cri de cœur que désormais l'État, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, nous arrive au soutien pour que dans les écoles primaires de la commune de Boki-Diawé puissent être enseignées comme les autres langues telles que le Pulaar et le Wolof. Parlé par plus de 2 millions de personnes en Afrique de l'Ouest, le soninké devient la deuxième langue africaine après le swahili, a bénéficié d'une journée mondiale adoptée par l'UNESCO. Et c'est donc cet élément culture qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.